Bon, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, euh, sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement, on pourrait dire péniblement, mais c'est son rythme, c'est comme ça qu'elle évolue, vers son ultime perfection. Ultime perfection parce qu'elle est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, selon moi. C'est ça, c'est la ruse de la raison. L'humanité ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est. Comme on peut pas, voilà, un adolescent ne peut pas être plus loin que quand on est dans un principe d'évolution, on doit passer par des étapes. Et ces étapes, voilà, on doit un être humain doit être un bébé d'abord, qui essaie de se tenir debout, qui tombe, qui se fait mal, qui ne tient pas sur ses guiboles, etc., qui apprend progressivement à marcher. Et puis, ça doit devenir un enfant qui doit passer par des moments de régression, de progression, de régression, etc. Et puis, etc., jusqu'à atteindre l'âge adulte, et puis transmettre son savoir, etc., et puis atteindre la sagesse. Voilà. Et l'humanité va vers la sagesse. Cet état de perfection vers lequel nous allons, c'est la paix universelle, la fraternité, euh, le fait que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. On arrivera à gérer cela. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Donc la fraternité universelle, évidemment, et un fonctionnement parfaitement écologique, une maîtrise totale de l'environnement, mais de façon parfaitement écologique. En fait, on parviendra à faire de cette terre ce qu'elle est à l'origine, c'est-à-dire un paradis pour l'homme. C'est-à-dire que le paradis, ce n'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons. Évidemment, ça ressemblait à un paradis lorsque nous étions des primates naturels, sauf que nous étions soumis à l'agressivité entre les dominants, aux conflits, aux guerres de territoire, à la peur des prédateurs, aux caprices du climat, etc. Tout ça, l'humanité s'en est affranchie en se séparant des autres primates et en passant de la nature à la culture, en transférant les lois de la nature en lois de la culture sur lesquelles on peut travailler. On peut travailler sur nos pulsions, par exemple. Sur l'agressivité, on peut travailler euh, à partir du moment où elles sont passées au niveau au niveau des tendances. Voilà, en évoluant de l'instinct à la tendance, on peut travailler dessus pour permettre à un de nos cousins chimpanzés de maîtriser son désir d'agressivité, c'est pas possible. Tandis que chez l'homme, on peut arriver, par la raison, à dominer cela. Et pour l'instant, ça n'arrange pas l'humanité de gérer ce problème. C'est pour ça qu'il perdure. C'est pour ça que l'agressivité, la violence, l'antagonisme entre les puissants, etc., entre les systèmes dominants existent encore, comme c'est des choses que nous avons fait évoluer de notre origine primate. Mais chez les primates, il y a ce problème entre le dominant qui thésaurise les privilèges et les prétendants qui cherchent à renverser ce système ou à prendre sa place. Et ben, on retrouve exactement ça dans le système, et actuellement, c'est ça, le dominant, c'est les États-Unis, les prétendants, c'est les BRICS qui veulent, voilà, changer ce modèle ou passer ou abolir ce modèle-là et aller sur quelque chose d'universel. À mon sens, c'est ce qui est réclamé d'ailleurs, plus que de changer et de devenir les nouveaux dominants. C'est plus une question de partage du leadership qui est réclamé. Bon, bref. Euh, donc voilà, et c'est l'humanité dans son ensemble qui évolue vers cette perfection. Ça ne peut pas être un groupe humain qui irait jusqu'à la perfection comme ça, pendant que
un peuple d'indigents serait à ses frontières. Voilà. Donc c'est l'humanité qui doit y aller ensemble. Et donc il faut qu'à un certain moment, cette évolution que nous faisons de façon inconsciente, sans savoir réellement ce que nous réalisons, il va falloir que nous réalisions cela et pour pouvoir passer sur une évolution consciente. À partir du moment où on passe sur une évolution consciente, eh ben le système par antagonisme, il sera caduque, puisque si on devient conscient que l'humanité doit réaliser sa perfection, eh bien, automatiquement, tout le monde se mettra à l'œuvre dans cette œuvre. Voilà, c'est tout. Et de façon consciente et bienveillante, et voilà, sans discussion. Voilà, donc je continue. Alors, pour démontrer tout ça, je m'appuie sur des ouvrages, et là, en l'occurrence, cet ouvrage que j'ai découvert il y a quelques jours, de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Et donc, il explique vraiment, justement, ce désir d'aller vers l'unité, au fond, qui a toujours été là, même par le pire, parce que l'idéologie de la colonisation, c'était d'unifier le peuple. L'idéologie vraisemblablement des Égyptiens, quand ils se sont formés en empire, c'était d'unifier tout ce qui était autour. Pareil pour les Hébreux, pareil pour les Perses, pareil pour les Romains, pareil pour les Grecs, pareil pour Alexandre, pour les Chinois, pareil pour l'Empire, pour l'hindouisme. Si l'hindouisme a réussi à se répandre sur une telle... C'est vraiment en fédérant des êtres humains de plus en plus nombreux. Voilà. Et pareil pour le bouddhisme, et pareil, etc., etc. Donc, pardon, cette vision d'unification, elle est inhérente à l'esprit de l'humanité. Et maintenant, nous sommes arrivés aux portes de l'unification totale. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que nous avons construit les structures pour fonctionner universellement, et que nous avons une vision de village planétaire, et que nous avons des appareils qui peuvent communiquer entre le monde entier, et que nous avons des avions pour aller pour consteller pour voyager, pour aller partout sur la planète, etc. C'est la première fois que nous connaissons complètement notre monde, etc., etc. Donc tout est là pour nous indiquer que nous sommes aux abords de cette unification. Voilà, alors je reprends la lecture et je commande. Donc on en était à l'Algérie. Jean Jaurès, Jules Ferry, Jean Jaurès, etc. Le mythe de l'Algérie française prenait sa source dans la conviction qu'elle se réaliserait par la diffusion de l'instruction, étant entendu que ceux à qui elle serait donnée sont parfaitement aptes à la recevoir. Jaurès ajoutait: nos indigènes sont loin d'être des sots. Et donc on se rend compte que Jean Jaurès, Léon Blum, c'était des humanistes absolus, en fait, qui avaient malgré tout encore, parce que c'était l'époque, la conscience n'était pas encore complètement évoluée, ils avaient une vision voilà, de se sentir supérieur, une vision narcissique de l'Occident par rapport aux autres cultures, et donc une vision qui refusait de voir la beauté de l'autre culture, d'essayer de s'intéresser à l'autre culture. Sinon, au lieu de diffuser la langue française uniquement, ils auraient dit: on va en même temps apprendre, chacun devra apprendre l'arabe, devra
connaître la religion musulmane, devra, etc., etc., puisque voilà, ça sera un véritable échange. On va voir comment se fait l'éducation, on prendra le meilleur, on utilisera le meilleur des deux, enfin le meilleur de chaque modèle de vie, parce que la civilisation arabe avait été hyper sophistiquée. Donc il y aurait ça se serait bien passé sous cet angle-là. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Nous admettons le droit et le même devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie. C'est Léon Blum qui dit ça. Qui, ben voilà, c'est 30 ans après, il faisait il apportait à la France et donc à l'humanité par ricochet les congés payés, enfin bon bref, tout ce qu'on a connu en 1936, voilà, cette époque-là. Langage d'époque, aujourd'hui imprononçable, voilà, c'est ça, mais qui n'entache en rien, parce que cet ouvrage, il l'a écrit en 1991, il faut le resituer aussi dans son truc, mais qui n'entache en rien la bonne foi de ceux qui le parlaient, alors en toute innocence, ben, c'est exactement ça. Les références aux races provenaient de Darwin et de Gobineau, non d'un racisme discriminant et méprisant tel qu'il s'est manifesté à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Voilà, et c'est en fait cette idée, mais elle courait, ce narcissisme était sous-jacent à l'humanité à l'époque. Et donc évidemment, ça a évolué en antisémitisme, etc. Voilà, en prenant appui sur l'idée d'une supériorité sur l'autre, on arrive au racisme, à l'antisémitisme, à toutes les haines qu'on connaît. Et nous sommes en train de sortir de cet état d'esprit, grâce à Dieu. Mais c'est compliqué, c'est difficile et c'est long. Voilà, mais il faut accepter que l'humanité a son propre rythme. Voilà, il faut aimer la vie telle qu'elle se déroule plutôt que de la désirer à notre convenance. Même s'il faut lutter contre sa lenteur. C'est ce qui permet le progrès. Loin de bloquer les autochtones dans leurs conditions, les prosélytes de l'assimilation entendaient les délivrer de leurs conditions. Traités d'utopistes, ils étaient tenus pour dangereux par ceux qui voulaient bâtir l'empire sur la hiérarchie des populations. Et c'est eux qui l'ont emporté. Voilà, c'est ça. C'est que ceux qui ont vendu la colonisation, c'était les utopistes, et ceux qui l'ont vampirisé, c'est les prédateurs. Le colonialiste s'en prenait au colonisateur, le maître au tuteur. Ainsi s'affrontaient deux visions de la nation, celle de César qui soumet les peuples et celle de Caracalla qui fait de tous les citoyens de la plus grande Rome. Ah tiens, je ne connaissais pas ça. Mais les temps sont venus où ce débat encore très vif au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été frappé de caducité. Pour le coloniser, l'égalité ne serait plus désormais attendue de l'assimilation. Elle devrait se conquérir. Avec l'indépendance, oui, parce que ça faisait déjà 100 ans. Donc ils pouvaient attendre, rien ne bougeait, quoi. Et c'est face aux surdités que la guerre et que les guerres éclatent. Parce que bien avant les guerres, il y a toujours le moment où les gens disent leur velléité. Avant la violence, c'est toujours comme ça. Ils disent on ne peut plus supporter de vivre, d'être des citoyens de seconde zone, d'être vos esclaves, de ne pas être pris pour ce que nous sommes, de pas que notre civilisation ne soit pas regardée correctement, etc., etc. Ça a été dit pendant des décennies et des décennies, et la surdité des colonisateurs ne l'ont pas entendu. Et donc,
révolte, révolution, guerre et expulsion. C'est aussi simple que ça. Et bien on retrouve la même chose avec, ce qui se passe en Ukraine, sauf qu'il y a la perversion en plus, parce qu'il y avait vraiment le désir de provoquer, de provoquer une guerre en fait, d'amener l'autre à la guerre en fait. Et l'idiotie de la faire, la guerre, d'accepter les conditions de celui qui provoque, parce que y a les deux côtés, hein, bien entendu. Alors, avec l'indépendance, l'éclatement des empires sous la pulsion des nationalismes périphériques avait été rendu inévitable par l'accumulation chez chacun d'eux d'une charge explosive irrésistible, celle de l'identité culturelle trop longtemps niée. Pour le décoloniser, être libre, c'est être différent. Invoquer sa différence, c'est opposer sa vérité. Et c'est là où, voilà, les tentatives semblent avorter de s'unir, d'englober un plus grand nombre d'humains autour de la même fraternité. En fait, c'est évidemment, on pourrait le voir comme un échec, puisque si on voit ce qui était autour d'un empire colonial, il y avait normalement beaucoup plus de monde qui était réuni autour dans euh, dans la même famille, on pourrait dire, si ça avait été considéré comme une famille. Le problème, c'est que c'est l'abus qui a fait que ce n'était pas considéré comme une famille. Et on pourrait croire qu'après l'explosion en pays différents, en ethnie, etc., ça serait une régression au niveau de l'humanité. Un retour à des plus petits groupes, etc., par rapport à l'évolution vers l'unité définitive du genre humain. Mais ça n'entache pas ça. Cette évolution vers l'unité, elle est en marche, quoi qu'il arrive. Donc, ces reculs momentanés ne sont pas un frein en réalité. Pour autant, il ne s'évadait pas des contradictions. Le nationalisme, héritage, porte en lui un conservatisme certain. Dans le panorama français des idées politiques, il se rattache à la contre-révolution, celle qui va de Joseph de Maistre à Maurras, en passant par Taine et Renan. Pour ces derniers, c'est pour avoir rompu avec ses origines que la France contemporaine, issue de la Révolution, a perdu sa sève et a été vaincue. La restauration de la nation passe par celle de la tradition, support de son identité. Donc, à la sortie du colonialisme, on va avoir une vision nationaliste. Mais elle était présente de toute manière. C'est ce qui a amené les deux guerres mondiales, etc. Les haines en Europe, voilà. Et c'est valable pour tous les pays, de partout. Donc le nationalisme, c'est un foyer, évidemment, de violence envers autrui. Alors le nationalisme, promesse, au contraire, situe la nation dans un mouvement de l'âme qui veut devenir mouvement de l'histoire. Il vient de l'an 2 pour se trouver chez Che Guevara et Mao. Le décolonisé est pris entre son identité et l'idéologie, replié sur l'une au nom de la tradition, projetant l'autre au nom de la révolution. Le tiers-monde balance entre le nationalisme de Racine et le nationalisme de Frondaison. Il évoque Péguy qui assumait l'un et l'autre. Pour lui, la République était notre royaume de France, dont elle prolongeait la ténacité à faire de la France une nation. Mais le 2 août 1914, il partit pour la dernière des guerres et la République socialiste universelle.
cette synthèse chez lui naturelle et déchirement chez d'autres. Accrocher l'identité nationale à sa tradition, n'est-ce point refuser un développement porteur inévitable de valeurs étrangères? Alors Peggy, c'était un optimiste, c'est tout. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il avait intégré l'idée d'évolution de l'humanité. Donc, après, peu importe les affres de l'histoire, ça peut changer. Je suis dans cette idéologie, en fait, dans cette façon de penser, je pense. C'est-à-dire que, bon, ben oui, j'aimerais bien que là, l'Occident, dans sa lutte contre les BRICS, de reconstituer un, un, un clivage, de se reconstituer un ennemi, un nouvel ennemi, après 30 ans de mondialisation où les Chinois c'était nos amis, les Russes c'était nos amis, etc. Les BRICS c'était nos amis. Mais en sous-main, il y avait une lutte acharnée au fond, et en fait qui vient d'exploser au grand jour tout simplement. Mais évidemment, je préférerais que l'Occident décide de dire bon ben on arrête nos conneries. Maintenant, on n'a plus le temps. On doit passer sur l'écologie, sur un travail mondial. On partage le leadership, on sort de la domination, on fait passer l'ONU en tête, un ONU juste, absolu, etc. Et puis voilà, ça c'est ce que je préférerais. Mais si c'est la violence qui s'impose, si c'est même une troisième guerre, même si c'est un chaos absolu, ben, c'est ce qui devra se passer. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en l'évolution de l'humanité. Voilà, donc j'ai foi au fait qu'il y a un sens à l'évolution de l'humanité. Donc, si c'était insensé, oui, il pourrait y avoir un échec. Mais s'il y a un sens, c'est pas la logique qu'il y ait un échec. Qu'il y ait des régressions, c'est une chose. C'est des moments de régression, c'est légitime. Voilà. Alors, cette synthèse chez lui naturelle, etc. Voilà. S'ouvrir à la technologie, n'est-ce point courir le risque d'adopter des conduites altérant la personnalité d'un peuple? Il pense comme ça, quoi. Bien sûr que oui, je pense qu'il était, il était d'accord pour regarder la culture de l'autre, pour l'apprécier, pour ne pas la dégrader, en dégrader l'image. En 1960, un colloque tenu à Nice sur l'homme méditerranéen a vu dialoguer deux hommes, Mehdi Ben Barka et Jean Amrouche, qui instruisaient à partir de griefs contradictoires le procès colonialiste. Alors que, pour l'économiste marocain, elle avait fait obstacle à une industrialisation qui eût été génératrice de croissance, pour le poète kabyle, l'intrusion étrangère avait été celle d'une modernité barbare dans un univers virgilien où l'huile, le pain, le sel et l'eau figuraient des valeurs qui semblaient éternelles. Voilà. Et alors, c'est là où tous les deux avaient raison, évidemment. Et le progrès était... on ne peut pas le brimer, le progrès. Et les hommes sont obligés d'aspirer à plus de confort, à pas aller chercher l'eau à des kilomètres, etc., etc. C'est quelque chose qui se fera. Mais ce paradis originel qui était la douceur de vivre, le fait qu'il n'y ait pas les relations humaines étaient privilégiées, c'était pas l'avoir qui dominait l'être, etc., etc. C'est comme ça que vivait très certainement le monde musulman en Afrique du Nord avant la conquête. Eh bien, il y a des choses à comprendre là-dedans et à apprendre. Voilà. Et on doit revenir à cette sérénité tout en ayant
constituer un système mondial où l'homme pourra aller, où tous les hommes seront libres de voyager, de marcher, d'aller à la rencontre les uns des autres dans une fraternité absolue. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Et de profiter de ce pays qui est, de cette terre qui est un paradis, tout simplement. Sinon, à quoi ça sert qu'on se soit distingué des autres primates si c'est pour rester dans quelque chose de chaotique, de violent, à la limite de la destruction tout le temps, en partant, en faisant qu'à un certain moment, ben, les hommes, voilà, les hommes qui ont 20 ans aujourd'hui en Russie et en Ukraine, pardon, quelle est leur vie? D'un seul coup, ils sont pris, ils vont peut-être être pris pour 3, 4, 5 ans, toute leur belle jeunesse est là et doit partir. Et ça s'est passé en 14, ça s'est passé en 39, et des êtres humains comme ça n'ont pas la chance des autres. Pourquoi? Voilà. Alors, heureusement, je l'explique sur la mécanique universelle, il y a toujours du bon dans le pire. C'est ça qui est incroyable. Alors, au demeurant, l'ancien colonisateur acquis désormais au principe de l'égalité des cultures dégagé par des sciences humaines venues opportunément mettre fin à ses remords comme à son arrogance. Si c'était le cas, mais en 91, quand il écrit ça, peut-être qu'il le pensait, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que l'arrogance et le remords ne l'a pas. On n'est pas assez passé par le remords. Le remords, il est nécessaire. Il faut faire mea culpa, c'est clair, de ce qui était injuste pour que l'autre puisse dire, il faut que l'Occident puisse dire, on vous a abusé, on vous a maltraité, etc., pour que l'autre puisse dire merci, de le reconnaître, mais en même temps, on est d'accord que vous étiez venu avec des idées généreuses, très certainement, etc. Vous avez apporté ça, vous avez apporté ça. Voilà. Mais on est obligé d'aller, on ne peut pas aller en disant voilà tout ce qu'on vous a apporté. Si on dit vous voyez tout ce qu'on vous a apporté, les routes, les ci, les ça, etc. Mais les autres, ils disent mais vous, à coups de bâton, vous nous avez traités, on était des hommes de seconde zone dans notre propre pays, dans l'endroit où nous sommes nés. Vous avez abusé de notre culture, etc. Donc on sera dans ce mécanisme constant des choses. La meilleure des choses, et c'est valable pour une relation humaine entre un homme et une femme, ou entre deux hommes ou deux femmes, selon comment nos configurations de vie amoureuse, mais c'est comme ça, s'il y a du conflit, c'est ce qu'il faut faire normalement. Voilà, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais il faut qu'il y en ait un qui vienne en disant voilà, je me suis mal comporté, j'ai agi comme ça, etc. Et l'autre alors peut dire oui, mais je te remercie de le reconnaître et moi aussi, j'aurais pas dû faire, etc., etc. Voilà. Donc, et libéré de l'idéologie des Lumières, a d'autant mieux renoncé, l'Occident, à changer l'âme des autres qu'il doute de pouvoir conserver la sienne. Et c'est pas le cas, il veut encore changer l'âme des autres. C'est exactement l'Occident. En théorie, c'était ça, mais en pratique, on se comporte encore comme des néocoloniaux. On se comporte comme voilà, des gens qui veulent asservir autrui. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos relations avec les BRICS, etc. C'est ce qui se passe avec l'Afrique. C'est complètement anormal, quoi, cette façon de se comporter. On mêle des notions de culture et de civilisation sous des sens différents. Mieux vaudrait distinguer les valeurs de civilisation.
produit de la modernité, aux effets uniformisants et les valeurs de culture exprimées dans les arts et les lettres par essence diversifiantes. C'est en stimulant la vitalité de celle-ci que l'on peut résister à celle-là, protéger ses foyers du flux technologique, sauver le feu des assauts de la vague. Alors, le fait, les effets uniformisants de la culture, il suffit de la laisser se dérouler de façon paisible, c'est-à-dire de ne pas la forcer. Là, actuellement, elle est forcée. Voilà, si vous regardez Netflix, vous n'avez pas de films russes ou de films, je ne sais pas. Bon, bref, et ça fait 50 ans que le cinéma est, est d'une vision expansionniste, c'est-à-dire que tout est bras armé, la culture, elle est donnée un peu de force et elle est pas donnée en partage. Et ça peut pas fonctionner dans un monde universalisé maintenant, qui tend à l'universalité. On doit partager le système. Et par contre, après, qu'il émerge de tout ça une culture uniformisée, c'est tout à fait logique. Ben voilà, la culture en France, c'est le mélange de toutes les cultures qui fait cette nation. C'est le mélange de, etc., etc. Et c'est valable au départ entre le mélange de plusieurs villages, de la culture de plusieurs villages va donner la culture régionale, etc., etc. Mais ça se fait de façon naturelle, en somme, cette progression vers l'universel. Et il y aura une culture universelle qui s'imposera, mais qui ne doit pas s'imposer par la force. Ça sera quelque chose qui va se concrétiser de façon naturelle. Voilà, il y aura un peu de toutes les cultures. On retrouvera quelque chose qui sera totalement universel. Et je pense qu'on ira vers ça. Alors, ben, je vais arrêter là, tiens, pour cette vidéo. Merci de votre écoute. Où est-ce que ça va? Ouais, mais c'est la dernière page. Allez, on va aller un peu plus loin, tant pis. Réclamer des techniques épurées des valeurs dont elles sont issues trahit la persistance d'un doute sur la capacité de résistance et de survie des siennes. Certains pays ne l'ont jamais éprouvé. Un ambassadeur japonais faisait observer dans une conférence nord-sud que ses ancêtres, considérés par les Chinois comme les barbares de l'Est, avaient accepté la civilisation dont ils subissaient la pression. Plus tard, ils avaient reçu le monde industriel de l'Occident. Chez ce dernier, les Germains avaient eu la même attitude d'accueil à l'égard du message gréco-romain. Or, deux conclusions ne peuvent se discuter. Les Japonais ingénieurs électroniciens ou interprètes de Mozart ne sont pas pour autant des déracinés culturels et veillent sur le jardin de pierre où leur âme se perpétue. Quant aux Allemands, peut-on soutenir qu'ils ont perdu leur germanité? Et ce diplomate posait une question provocante. Quels sont les deux pays en Asie et en Europe qui ont atteint le degré le plus élevé de développement? Eh bien, ce sont eux, Allemands et Japonais. Or, dans la proximité universelle qui est la nôtre aujourd'hui, cette volonté à rester soi au cœur d'une humanité submergente, ne saurait se limiter à une rétraction qui s'affirme dans un nationalisme généralisé. Et c'est là où le monde, l'Occident risque de commettre une erreur en se renfermant comme ça autour de sa, au lieu de s'ouvrir au monde, à mon sens. Bon, bref, on verra. Dès lors que les nations prendront conscience de ce milieu humain qui est désormais le leur, elles doivent associer leurs efforts pour le gérer ensemble, pour donner à cette humanité d'autres valeurs que celles dérisoires qui forment la substance de cette sous-culture que la modernité déverse sur le monde.
Voilà, il y a un peu d'esprit critique, mais cette sous-culture, à mon sens, elle est nécessaire, elle est naturelle. On ne peut pas universaliser une haute culture. Ça commence par quelque chose de basique que tout le monde peut utiliser. Voilà, la mode, la musique, les trucs comme ça. Donc c'est ça qui se répand sur la planète. Sauf que si ce ne sont pas les bonnes valeurs, c'est pas bon. Voilà, les valeurs américaines de violence et de gang, par exemple, doivent être écartées. Évidemment, elles se répandent, c'est clair. Les valeurs de domination, les valeurs etc., ne sont pas bonnes. Maintenant, si les valeurs de progrès humain diffusées par les chanteurs universalisés comme Madonna, Michael Jackson, je ne sais pas moi, voilà, qui font l'unanimité sur la planète, en somme, et qui sont des foyers, font évoluer les mœurs, etc. Et il y a des mœurs qu'on doit juguler, à mon sens. Mais bon, voilà, quoi qu'il arrive, l'humanité prend et rejette ce qu'il lui faut, et sans aucun complexe. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo, et tout à l'heure, on prendra celle-ci. Mythologie du tiers-monde. On va voir ce qui se passe dans ce nouveau chapitre. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.